Bonjour à tous, bienvenue. Comme beaucoup d'autres personnalités et organisations, le collectif populaire Action Pacifique, en abrégé ACPA, s'est indigné cette semaine des conditions de décès du jeune étudiant Latif Radji, mort en prison le 1er juillet 2024 alors qu'il était aux soins au CHUD Ouémé Plateau. Et pour certains, ce décès est l'expression encore une nouvelle fois de l'incapacité de l'opposition à tenir le bon bout en vue de la lutte politique devant, entre autres, aboutir à la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés politiques. Justement, l'ACPA propose son approche de la lutte politique convenable au contexte politique actuel. Nous allons en parler avec notre invité, Lazare Moussa. Il est le premier responsable du collectif populaire Action Pacifique. L'opposition politique actuelle et les élections générales de 2026, il en sera aussi question. Bienvenue encore une fois à tous. Lazare Moussa, bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Vigile, bonjour chers auditeurs. Je le disais tantôt, comme beaucoup d'autres, vous n'êtes pas resté insensible à l'ACPA, notamment au décès de l'étudiant, le jeune Radji Latif, détenu politique à la prison civile d'Akpo-Misrité, mais mort à l'hôpital départemental de Lomé. Nous sommes encore sous le choc. Les images sont insoutenables. Ne serait-ce que l'image qui a circulé et nous avons vu notre camarade menotté sur son lit d'hôpital alors même qu'il était dans un état qui ne lui permettait même pas d'être réactif véritablement. Selon les informations, il était sous assistance respiratoire. Il serait très important ici de préciser qu'il s'agit là d'une violence indescriptible. Nous avons l'habitude de voir la violence lorsque les gens lancent des pierres. Mais cette violence, elle est douce et elle est dangereuse, elle est plus grave. Laisser mourir un citoyen qui n'a rien fait d'autre que de réclamer ses droits, de cette manière-là, il faut que les responsables en répondent. Nous sommes attristés et nous nous associons à la douleur des parents de notre camarade Radji. Nous associons aussi au peuple béninois dans ces moments de douleur pour présenter nos condoléances à la nation, mais aussi pour dire que cela ne devrait pas rester impuni. C'est un précédent grave et qui devrait interpeller tout un chacun de nous. C'est un précédent grave dont les premiers responsables sont connus. Le président de la République qui, dans un passé très récent, a rassuré les uns les autres quant à sa volonté de libérer les prisonniers politiques, notamment de libérer les étudiants prisonniers politiques. Il n'est pas inutile de rappeler qu'il y a eu plusieurs rencontres des organisations de la société civile et des personnalités, des sages, qui, à l'issue des séances avec des autorités de notre pays, ministres par endroits, ont déclaré qu'il y a un travail qui se fait et qu'on les a rassurés de ce que ces détenus qui ne demandent que leur droit à être scolarisés, à étudier comme les autres, devraient donc être libérés. Cela n'a pas été fait jusqu'à ce que mort en a suivi. C'est extrêmement grave puisqu'il s'agit d'un prisonnier politique qui jusque-là visiblement n'a pas été jugé. Et donc, il est déjà victime de la lenteur de la justice. En plus, toutes les circonstances nous montrent que l'État n'a pas assumé sa responsabilité de répondre rapidement quand les premiers signes de sa maladie se sont révélés. Les réseaux sociaux, les alerteurs n'ont pas manqué d'alerter sur la santé de notre camarade. Mais aucune action sérieuse, aucune prise de responsabilité. Nous sommes dans un pays des droits de l'homme. Nous avons une constitution, nous avons une commission béninoise des droits de l'homme. Nous avons une justice, semble-t-il. Mais rien de cela ne semble être vrai aujourd'hui, puisqu'il est possible qu'un citoyen meure aussi facilement sans
ce qu'on peut, on peut dire non-assistance à personne en danger. Alors, Lazare Moussa, vous mettez en cause, me semble-t-il, la responsabilité du chef de l'État, ou du moins vous dites qu'il n'a pas tenu parole parce que ces étudiants auraient dû être libérés comme il l'a promis. Mais est-ce que, comme d'autres, vous ne faites pas de l'amalgame? Est-ce que Radji Latif est compté parmi ceux qui devaient être libérés, ces étudiants détenus politiques qui devaient être libérés, puisque, eh bien, il a été arrêté en janvier 2020, alors que ceux dont on a souvent parlé en parlant donc des prisonniers politiques à libérer, c'est ceux qui sont impliqués dans les violences électorales de 2021. Vous savez, c'est le président de la République qui catégorise ce qu'il souhaite catégoriser. Nous avons appelé prisonniers politiques tous ceux qui, dans le cadre de la violence de l'État, puisque lorsque l'État, en marge des règles de la Constitution, exerce une violence qui n'a pas véritablement son fondement dans la Constitution, d'autant plus que les droits des citoyens à pouvoir s'exprimer sont protégés, tous ceux qui sont arrêtés dans ces conditions sont des prisonniers politiques. Il n'est pas nécessaire de distinguer là où il n'y a pas, il n'est pas besoin de distinguer. Un prisonnier politique, c'est un prisonnier politique. Et donc, nous appelons à la libération de tous les prisonniers politiques, non pas ceux que eux, ils désirent, ceux qu'ils sélectionnent. Et encore ceux dont vous parlez, il y en a plein qui sont encore en prison. Donc, mais certains ont commencé par être libérés, par recouvrir leur liberté. Mais il n'y a pas la mesure que nous avons demandée, ce n'est pas ce qui se fait là. La mesure que nous avons demandée, c'est une mesure qui fait table rase de la situation. L'amnistie? Mais bien sûr, c'est l'amnistie. Et à défaut de l'amnistie, puisque ces gens-là n'ont pas encore été jugés, c'est la libération pure et simple. Parce que c'est surtout pour ceux qui ont été jugés que l'amnistie est nécessaire. Mais ceux qui n'ont pas du tout encore été jugés, mais c'est la libération pure et simple. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste qu'on les libère purement et simplement, comme vous dites? Est-ce que l'État se serait affirmé ou réaffirmé ainsi son autorité? Ici, aujourd'hui, est-ce qu'il s'agit pour l'État d'affirmer son autorité? Nous savons tous les conditions dans lesquelles ce pouvoir est là. Combien de fois il exerce la violence sur les citoyens? Est-ce que ce cadre-là honore l'État? Mais l'État, si vous voulez, le pouvoir de Patrice Talon ne prend pas les choses telles que vous le prenez, ne reconnaît pas, n'est-ce pas, exercer de violence anormale, on va dire, sur les citoyens. Oui, si un acteur politique refuse de reconnaître sa responsabilité, cela va de soi puisque les acteurs politiques, notamment ceux qui sont au pouvoir, on les reconnaît par leur grosse hypocrisie. Mais ce n'est pas cette hypocrisie qui va changer la réalité des choses, puisque la mort de Radji confirme que de quel côté se situe véritablement la violence aujourd'hui. Il ne faut pas dire violence électorale sans dire qui fait la violence en premier. Des citoyens qui sont les mains nues et que on va exercer la violence sur eux et on dit qu'ils sont violents, ce n'est pas la peine. Nous avons suivi les dernières tentatives de marche des citoyens qui cherchent simplement à marcher et on les arrête dans des circonstances extraordinaires. Et donc aujourd'hui, nous demandons que le cadre soit favorable à l'exercice des droits des citoyens, notamment les droits de manifester qui sont reconnus dans la Constitution. Et qu'on ne continue pas à ériger en crime l'expression des droits. Ça, c'est important. Et que l'on puisse situer la responsabilité quant à la violence. Puisque lorsque l'on dit violence électorale, nous voyons, c'est l'État qui sort les chars. C'est l'État qui mobilise les policiers avec les armes pour affronter les populations qui ne demandent qu'à voter, qui ne demandent qu'à choisir celui qu'ils veulent. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas parler de violence et accuser la population. Celui qui est responsable de la violence, c'est bien l'État qui mobilise toute sa puissance contre le pot de terre qui est le citoyen. Mais ça, c'est votre argumentaire, encore une fois, votre argumentaire à vous. Ce n'est pas de cette manière que les décideurs d'aujourd'hui voient les choses. Il ne s'agit pas de voir comment ils voient les choses, il s'agit de voir
qu'est-ce que la Constitution qui leur a permis d'être là a dit. Mais qui peut leur en imposer aujourd'hui? Il n'y a que notre prise de parole, et c'est ce que nous faisons. Il n'y a que l'expression de la population qui les empêche, qui peut les aider à reconnaître le contenu de la Constitution. Puisque la Constitution est pratiquement devenue un papier sans valeur aujourd'hui, puisque la Constitution est là, mais on fabrique des choses en dessus. Et il faut que les acteurs politiques puissent, de façon responsable, puisque nous, de jour en jour, on tend vers le pays. C'est très grave qu'on en arrive à voir un citoyen décédé de cette façon-là. Ça ressemble à de l'assassinat. Ça ressemble à de l'assassinat. Et ça n'honore pas l'État. Parce que un citoyen qui est en prison est sous la responsabilité entière de l'État. Ce qui lui arrive donc revient à la responsabilité de l'État. Et donc s'il meurt dans des conditions où nous voyons qu'il manque de soins, ça veut dire que l'État porte la responsabilité. Et celui qui est le premier responsable de l'État, c'est le président Patrice Talon, qui aujourd'hui porte la responsabilité du décès de notre frère, de notre confrère, de notre camarade. Mais de manière concrète, le décès de Radji Latif, où est-ce que vous situez les responsabilités en dehors de Patrice Talon que vous désignez de manière générique, je considère? Oui, si nous avons des responsabilités incidentes, c'est surtout les organisations de la société civile, surtout et en premier les acteurs politiques qui n'ont pas su s'organiser, qui n'ont pas les acteurs politiques de l'opposition, vous voulez dire? Je veux dire, je ne peux pas considérer l'opposition seule. C'est vrai que l'opposition est ce qui m'intéresse le plus. Mais il faut reconnaître que ce soit les acteurs politiques de la mouvance. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils semblent être dans des circonstances où ils ont le pain, ils ont le beurre. Mais il leur faut protéger demain. On ne sait pas demain. Et donc les droits de l'homme, la protection que l'État procure aux citoyens, c'est pour nous tous. Parce que ça change. Demain, on peut se retrouver dans l'opposition. Et on aura besoin de la protection donc de la Constitution. On aura besoin de la protection donc des règles de l'État qui assurent à chacun la sécurité. Et c'est pour ça que je voudrais interpeller donc ces acteurs politiques qui soutiennent le chef de l'État et qui sont à l'intérieur des blocs que je ne veux pas nommer, qu'ils doivent tous commencer à réagir. Sinon, eux-mêmes, de là où ils ne sont pas en sécurité. Si des citoyens peuvent mourir comme ça en prison. Deuxièmement, l'opposition, qui doit faire preuve d'une organisation qui protège les siens. Et nous avons noté que la mobilisation autour du jeune n'a pas été au rendez-vous pendant qu'il était malade. Mais combien savaient qu'il était malade? Nous avons pu lire sur les réseaux sociaux plusieurs alertes. Je pense que l'alerteur Hugues Sosoupé s'était permis de faire plusieurs posts sur sa situation. Et donc, aucun acteur politique ne peut être fondé à dire qu'il n'est pas informé. Mais quelle action l'opposition a-t-elle menée aujourd'hui? On en reviendrait peut-être pour justifier, pour essayer de comprendre et interpeller l'opposition sur son incapacité à agir, à être efficace sur ses actions. Parce que si la mobilisation se faisait autour, je pensais qu'on pourrait donc alerter la communauté internationale, tout au moins, que puisse mettre une sorte de pression sur ce pouvoir. Mais nous n'avons pas été souvent à la hauteur de cette mobilisation, même à l'interne, parce qu'il y a les questions sur lesquelles nous sommes concentrés et qui ne sont pas les questions essentielles. Et nous avons les questions qui sont les questions essentielles de vie des prisonniers politiques, leur situation de vie, puisque chaque prisonnier politique devrait interpeller chaque opposant, parce que si nous sommes libres, ce n'est pas parce que nous avons une magie, nous avons quelque chose, c'est pas plus grâce. Donc, à partir du moment où leurs droits ne sont plus respectés, personne ne se sent en sécurité. Les opposants, en premier, ne peuvent se sentir en sécurité. Et la seule manière de se protéger, c'est de protéger l'autre. Et en protégeant ceux qui sont en prison, en défendant ceux qui sont en prison, ceux qui sont libres se défendent déjà de fait. Et il est important pour les acteurs politiques de se rendre compte que défendre les prisonniers, ce n'est pas faire campagne pour des candidats en prison.
Défendre les prisonniers, ce n'est pas soutenir le parti politique de celui qui est en prison. Mais défendre les prisonniers, c'est se défendre soi-même. Et ce qui fait que la mobilisation autour des prisonniers politiques ne devrait pas faire objet de questions partisanes à l'intérieur de l'opposition et qui ne devrait pas séparer même l'opposition de la société civile, car c'est une question des droits de l'homme et de vie et de mort. Donc, Lazare Moussa, vous pensez que l'opposition aurait dû gérer cette affaire de maladie de Latif Radji autrement, en se levant plutôt, en s'organisant, n'est-ce pas, pour exiger qu'il bénéficie de soins? Absolument. Absolument. Nous n'avons pas souvenance d'avoir pu voir de grosses figures de l'opposition se mobiliser pour faire une conférence de presse et demander que soins soient donnés à ce jeune. Et ce manque de réactivité au sein de l'opposition ne se limite pas seulement à ce jeune. Même parfois, on remarque les acteurs politiques de grandes figures, des candidats de renom de 2021 se retrouvaient malades sans qu'on ait de telles réactions, se retrouvent dans des situations difficiles sans qu'on ait de telles réactions de la part de l'opposition. On se demande à quoi sert véritablement l'opposition si, au fond, nous ne constituons pas pour nous-mêmes une sorte de rempart. Mais est-ce que c'est pas facile après coup de porter ce jugement sur l'opposition ou les autres, parce que vous également, vous aurez pu le faire. Vous avez dit tantôt que c'est tout le monde qui est concerné, que c'est les droits humains. Vous êtes quand même une organisation, n'est-ce pas? Nous nous sommes mobilisés 24 heures sur 24 sur les prisonniers politiques. Et nous crions tous les jours et nous faisons appel à toute l'opposition. Moi, je parle du cas spécifique de l'étudiant malheureusement mort aujourd'hui. Le cas spécifique de l'étudiant mort aujourd'hui, c'est la question de l'action. C'est la mesure. Il faut mesurer la capacité de l'action de chaque mouvement. Pour l'instant, la capacité de l'action du collectif populaire Action Pacifique ne lui permet pas de réussir cette mobilisation. Mais nous appelons ceux qui ont capté les finances publiques et qui ont demandé l'action du peuple pour s'asseoir à l'Assemblée nationale et qui mobilisent le peuple autour des questions qui ne sont pas les questions essentielles. Et votre incapacité alors, c'est pour raison financière? Nous parlons. Pour raison de légitimité. Non, c'est pas une question de légitimité, c'est une question disons, mobilisation de ressources. Pas mobilisation de ressources. Nous sommes nouveaux dans l'espace. Et donc, il faut grandir, justement. Nous sommes nouveaux, nous sommes avec des idées que n'acceptent pas ceux qui, en premier, ont pris l'espace et qui, malheureusement, orientent la lutte dans un sens qui ne facilite pas, qui n'accélère pas les résultats. C'est tout. Donc, nous appelons depuis peu. Je vous donne l'exemple. En 2022, nous avons dit 2023, les élections, c'est en faveur du président Patrice Talon. Si vous y allez sans prendre les mesures qu'il faut, si vous ne savez pas qu'à cette élection, c'est l'occasion pour le président Patrice Talon d'effacer, de prendre de l'énergie, parce qu'avec l'arrestation et la condamnation des deux grands opposants, Patrice Talon est arrivé à s'affaiblir. Le professeur Joël Aïvo et Eric Amadougou, les tirs croisés venant de l'intérieur comme de l'extérieur ont réussi à affaiblir le pouvoir. Et 2023, il fallait organiser une élection, semblant d'élection, pour montrer à la face de la communauté internationale qu'il y a un semblant de démocratie, puisque les deux figures qui ont été arrêtées sont d'une trempe où il est quasiment démontré qu'il n'y a plus de démocratie au Bénin. Et donc il fallait faire un semblant d'élection pour montrer que le Bénin est toujours un État démocratique. Malheureusement, l'opposition a participé à ce jeu sans prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir libérer les prisonniers politiques. Alors nous abordons là votre approche à vous, à l'ACPA, votre approche à vous de la lutte politique, cette approche qui n'est pas ce qui devait être de votre point de vue, si je vous comprends à ce que vous venez de dire, eh bien les opposants n'auraient pas dû se présenter aux élections législatives, les dernières de janvier 2023. Oui, si nous répondons ainsi, c'est comme si nous ne sommes pas stratèges. Nous ne sommes pas figés sur la question.
Nous sommes figés, nous sommes intéressés sur les conditions de participation. Si vous répondez à ma question... Si nous disons simplement que ce qu'il fallait, c'est de ne pas participer aux élections, ça veut dire que nous répondons sans maîtriser le sujet dont nous parlons. Il était peut-être possible de participer, mais que la libération des prisonniers politiques passe avant. Que cela soit une condition à poser? Une condition absolue, puisque la participation de l'opposition montre qu'il y a la démocratie. Mais autrement dit, cette condition a tous les d'une condition qui ne pouvait pas être remplie. Non, c'est remplissable pour des opposants organisés. C'est une question d'organisation. Mais quand ce que a réalisé les deux du Sénégal, mais c'était impossible pour nous qui regardions. Mais ils y sont arrivés. C'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation, de foi en l'action que l'on veut mener. C'est une question de prévision. Et c'est une question de maîtrise du sujet auquel nous sommes. Vous savez, nous sommes dans une situation où, aujourd'hui, quand on prend la grande majorité des acteurs politiques de l'opposition, ils sont pour la plupart nés dans la démocratie. Donc, il y a de très, très rares têtes qui savent ce qui s'est passé et comment on fait un combat en période de dictature. Les acteurs politiques, pour la plupart, sont nés, nommés ministres par-ci, nommés DG par-ci, sont tous devenus députés. Pour la plupart, ils sont devenus dans des conditions de démocratie parfaite. Et donc, il leur est difficile d'imaginer les nouvelles conditions que pose le pouvoir actuel pour la lutte. De manière concrète, pour les dernières législatives, comment les opposants auraient dû se prendre, n'est-ce pas, pour obtenir la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés avant la participation à ces législatives? Alors, il fallait pour l'opposition de se rendre compte que si le président Patrice Talon se permettait d'exclure l'opposition, c'est lui qui s'affaiblit. C'est lui qui devrait s'affaiblir. L'opposition devrait accepter cette souffrance sur un temps qui serait plus le temps que nous vivons jusqu'à maintenant. Parce que le pouvoir, vous le constatez, juste après la validation des dossiers du Parti Les Démocrates, vous allez voir que le président Patrice Talon s'est envolé pour aller aux États-Unis et c'est pour avoir des financements, c'est pour avoir des appuis. Ça veut dire que le pouvoir avait besoin de quelque chose. Et c'est cette validation des dossiers du Parti des démocrates qui a donné une sorte de crédibilité. Parce que vous savez, les Américains, pour appuyer un État, ils ont des critères bien fixés. Et le Bénin ne remplissait pas ces critères. La belle preuve, un an avant 2023, au même programme, le Bénin avait été rejeté, n'avait pas pu y participer, n'avait pas pu s'insérer. Le programme Millennium Challenge est contre. Absolument. Le Bénin n'était pas de la partie. Et il a fallu la participation, juste la validation du dossier du Parti Les Démocrates pour que le Bénin y soit. Ça veut dire quoi? On vient de faire un cadeau. On a fait un cadeau à la mouvance, mais sans véritablement avoir soi-même pris quelque chose. On n'a pas pris les mesures qu'il faut. Et ce qui veut dire simplement que soit il y a un manque d'information, soit il y a, je veux pas manquer, je veux pas sous-estimer les gens, mais je sais que ils doivent être d'une culture politique aussi élevée pour comprendre que à ce moment précis, le pouvoir était faible. Le pouvoir était faible. On se rappelle ce qui se dégageait à l'époque de l'actualité politique. Ce n'était pas vraiment ça. C'était à prendre ou à laisser. On avait l'impression que le pouvoir était prêt également à laisser tomber les démocrates et aller organiser les élections. C'est ça la responsabilité. C'est ça la responsabilité de l'acteur politique. C'est de pouvoir voir au-delà de ce qu'on veut vous faire voir. Si vous remarquez bien ce pouvoir, c'est le moment où ce pouvoir se sent le plus faible. C'est en ce moment qu'il se montre le plus violent. Quand vous sentez une grosse violence de la part de ce pouvoir, sachez qu'il est dans ces moments de grande faiblesse. Quand il est dans les moments d'assurance, il ne fait même pas preuve de violence. Il a une sérénité terrible, ce pouvoir. S'il ne sent aucune perturbation, il sait que vos actions n'apporteront rien, il a une grande sérénité. Mais c'est quand il sent que vos actions peuvent apporter quelque chose, c'est en ce moment qu'il fait des manifestations de violence incalculables. Et donc, si vous le voyez montrer une sorte d'assurance, je peux vous rejeter, c'est bien parce que il veut vous faire peur.
Il veut vous faire peur. Alors qu'il est le premier qui n'est pas rassuré, qui n'est pas... Il est bien le premier qui n'est pas rassuré. Mais qui a couru pour donner décision de la Cour constitutionnelle? C'est pas eux-mêmes, ils ont rejeté. C'est pas eux-mêmes, ils ont entendu les derniers. Ils veulent juste que les gens participent à leurs conditions. Et donc, ce n'était pas forcément on ne participe pas, mais on participe dans les conditions qu'il faut. Et c'est en ce moment qu'ils se rendront compte que le pouvoir ne pourra jamais leur permettre de participer dans les conditions qu'il faut. Et c'est en ce moment que le pouvoir va commencer à lui-même se porter des coups. Ils étaient pris à leur propre piège, les opposants. Les opposants étaient pris à leur propre piège. L'envie d'aller, l'envie de participer aux élections, sans condition. Nous voulons juste aller. Nous voulons, puisque on nous a empêchés pendant longtemps de participer aux élections, le peuple sera content que nous participons aux élections. Mais sans penser à, si nous participons aux élections, nous avons des prisonniers politiques. Quelle garantie nous avons qu'ils seront libérés? Voilà qu'ils ont été déjà condamnés. Mais il y a une bonne partie de l'opinion béninoise qui pense que les démocrates à l'Assemblée, aujourd'hui comme troisième parti politique, cela change avec la 8e législature et que ce n'est pas mal, que même c'est ce qu'il fallait. Oui, c'est ce que nous mettons dans la stagnation de la lutte. C'est-à-dire, vous allez au Cameroun, c'est pareil, hein. La dictature est sur place, l'opposition a quelques membres dedans. C'est ça. On arrive, c'est-à-dire la première étape pour le dictateur qui veut s'installer, il dégage tout. Il fait du vide autour de lui. Et quand il finit de faire du vide, il sélectionne maintenant ceux qui vont s'asseoir à côté de lui. C'est ça, justement. Et donc, avec l'élection de 2023, on a sélectionné ceux qui peuvent s'asseoir là et combien peuvent s'asseoir. Et on est là. Et vous faites exactement ce que dit, vous suivez à l'Assemblée nationale. Donc, vous parlez, vous voyez les choses comme un certain candidat Zanaï. Vous trouvez que le Parti des démocrates, c'est un troisième parti du pouvoir, un parti de la rupture. Quand on dit que c'est un parti de la rupture, on ne facilite pas la compréhension au peuple. Or, nous, au collectif populaire Action Pacifique, nous sommes dans une approche d'aider le peuple à comprendre le rôle que joue consciemment ou inconsciemment le Parti des démocrates. Alors, nuancé. Alors, il ne s'agit pas forcément d'une volonté d'être en accord avec le pouvoir, mais il y a comme des acteurs politiques qui se sont réunis et qui pensent qu'il n'y a plus d'autre solution que d'essayer de s'introduire dans les petites voies, ou les petits avantages que le pouvoir leur propose. En fait, ils en sont venus à un point où ils pensent qu'il faut suivre la voie tracée par le pouvoir pour tenter de voir si sur cette voie, on peut tenter de surprendre le pouvoir. Or, ce pouvoir dictatorial s'organise de telle sorte que dès qu'il ouvre une voie, c'est immédiatement, il ferme ça derrière vous. Tout est organisé ainsi. Nous sommes dans une dictature très réfléchie. Très, très réfléchie. Et tout est fait au millimètre près. Et donc, il y a certains qui croient qu'il faut rentrer à l'intérieur du système pour pouvoir faire exploser le système de l'intérieur. Or, c'est un système à noyau dur. Vous rentrez, vous allez tourner autour du périphérique. Vous ne rentrerez pas à l'intérieur. Et donc, vous n'avez aucune chance d'exploser quoi que ce soit. Certains qui croient de bonne foi. C'est de bonne foi. Fait exploser le système de l'intérieur. Voilà, de bonne foi. Et nous avons dit, ce pouvoir se comporte exactement comme un félin. Vous ne pouvez pas vous approcher d'un félin pour le tuer. Vous n'êtes pas Samson dans la Bible. Même Goliath, même David a dû garder une distance pour lancer la flèche à Goliath. Il faut garder une distance et affaiblir à distance le pouvoir. C'est pour ça que nous disons la solution, ce n'est ni la compromission consciente ou inconsciente. La solution, ce n'est ni la violence telle que nous avons montré au tout début, que nous avons pu remarquer. Nous sommes des citoyens. Les abeilles de Quilibor, comme dirait l'autre. Je dirais pas ça parce que vous savez, moi je suis respectueux des combats des gens. Des gens qui se sont mis à faire usage de leur culture, de leur puissance culturelle et traditionnelle pour faire face à la situation qu'ils ont vue. C'est parce qu'ils n'ont pas été informés. C'est parce qu'ils n'ont pas été formés. C'est parce qu'ils n'ont pas été encadrés par les acteurs politiques qui devraient les informer que oui, vous êtes citoyens, vous êtes fâchés contre le pouvoir, mais ce que vous utilisez vous affaiblit. Ça vous affaiblit face au pouvoir. Nous étions dans une situation où il ne fallait pas être pressé à faire face au pouvoir, mais il fallait s'organiser et avoir la puissance nécessaire pour faire face en grand nombre. Parce que c'est le grand nombre qui effraie le dictateur. Il y a le grand nombre et il y a les stratégies, les tactiques utilisées.
qui vous permet d'avoir plus de résultats que vous ne pouvez. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il y a à faire, nous avons dit pendant longtemps, et que nous sentons que nous sommes à 2 ans pratiquement de 2026. Moins de 2 ans. Moins de 2 ans de 2026. Et nous voyons les mêmes choses se reproduire. Et tout le monde commence à changer encore. On se prépare à 2026. Les élections générales ont un objectif. Capter l'attention de tout le monde autour d'une élection qui, au fond, n'en sera pas une. Dont on prépare déjà la manipulation comme on en a toujours l'habitude. Alors, les élections générales de 2026, on va y revenir sur les stratégies, notamment, si vous voulez bien, Lazare Moussa, mais faut-il comprendre que, comme certains vous affirmez, vous aussi, ici, dans ce studio, que il ne sert à rien face à un pouvoir comme celui de Patrice Talon, aussi violent comme il est, d'opposer la violence à la violence? Évidemment pas, ce serait, disons, se suicider. Hein. Se suicider que de vouloir faire usage de violence, puisque la police a le monopole de la violence. C'est eux qui ont les armes. Ceux qui sont en face de vous, c'est eux qui ont les armes. Et ils ont vos frères. C'est-à-dire que, si vous voulez comprendre, ton frère, même père, même mère, qui sort de ta maison et qui est policier, il va dans le rang là-bas. C'est lui qui va te porter le premier coup. Et il est légitime à te porter le coup parce que il a été formé pour ça et il a été désigné et habilité par investi par l'État pour faire usage de la violence. Seulement, il y a normalement un cadre constitutionnel dans lequel cela devrait se passer. Mais ce cadre constitutionnel est aujourd'hui banalisé, saccagé, et ça fait que l'armée exécute l'ordre sans se référer forcément à la Constitution qui lui dit sa propre responsabilité. Et donc, je veux dire ceci, je veux dire que la violence, la puissance de la violence est du côté du pouvoir. Et que un citoyen n'est pas capable d'organiser une violence sérieuse contre un État. Ce n'est pas possible. Vous allez rester où pour organiser la violence contre un pouvoir aussi puissant? Mais non, il faut qu'on sorte de ces illusions. Il faut qu'on sache que un pouvoir, ça s'affaiblit. Alors, par l'organisation de la masse populaire. Par la quoi? L'organisation de la masse populaire. Par des actions de part et d'autre. Premièrement, nous devons sortir de nos têtes l'idée de ce que les arrestations ne vont pas... de créer la peur autour des arrestations. C'est les conditions dans lesquelles nous amenons les gens à se faire arrêter qui compliquent les situations. C'est-à-dire? Voyez-vous, on attend des élections pour contester les élections pour se retrouver en prison. Mais ça, c'est pas la peine. Mais regardez, les syndicats se sont organisés la dernière fois. Est-ce qu'on a arrêté des gens la dernière fois? Oui. Est-ce que la plupart n'a pas été libérés? Oui. Mais ayons le courage des actions qui sont normales, des actions dans lesquelles il est très difficile de trouver pour nous de fortes condamnations. Autrement dit, il faut pouvoir piéger le vis-à-vis. Mais il faut être dans le pacifisme total, mais dans l'action, non pas dans la passivité, mais dans le pacifisme, mais dans l'action. C'est-à-dire, chaque jour, nous devons toujours agir. Nous devons toujours nous mobiliser. Nous avons, vous savez, nous étions l'un des tout premiers. Se mobiliser, c'est quoi? C'est aller se retrouver à la place Amazon, à Cotonou, à la place de l'Étoile Rouge. C'est quoi la mobilisation? Ça passe par quoi? Vous savez, il ne m'est pas permis de pouvoir m'exprimer en détail ici sur la mobilisation populaire parce que c'est une question de stratégie politique. Nos adversaires sont en face de nous. Eux, ils font leur mobilisation pour faire passer les informations que nous pensons que c'est faux. Nous aussi, nous devons être capables de nous mobiliser pour faire passer les actions qui sont les informations qui sont vraies. L'information, d'abord, c'est le pouvoir. Et nous ne faisons pas assez pour que les informations vraies soient avec le peuple. Il a fallu que le peuple, actuellement, par exemple, ait fait pour se rendre compte véritablement que toutes les politiques que nous dénoncions sur l'économie étaient, les politiques de l'État que nous dénonçons sur l'économie, l'agriculture et autres, étaient véritablement de mauvaises politiques qui ont commencé à porter maintenant leurs conséquences sur l'économie nationale. Et parce que nous n'avons pas une bonne stratégie de communication, une bonne stratégie de mobilisation de la masse, nous tournons autour. Alors, je vous donne un exemple. En dictature,
ce n'est pas le moment pour les acteurs politiques de s'afficher. Vous voyez, les jeunes sont mobilisés autour des réseaux sociaux, mais n'amènent pas des sujets de fond. Vous imaginez un jeune, il est sur les réseaux sociaux et tous les jours, il n'est pas préoccupé par la situation des prisonniers politiques, mais il est préoccupé par un leader politique qu'il chante du matin jusqu'au soir sa beauté, comment il est intelligent, comment il est grand. Et ce grand qu'il chante, depuis 7 ans, n'a pas pu encore faire quelque chose à Patrice Talon. Mais lui, il peut passer toute une année pourvu qu'il soit membre d'un parti politique et qu'il soit dans une dynamique, c'est tout. Il chantera que tel est un courageux, il est ci, il est ça. Or, on est en face d'un pouvoir. Vous savez, on est en face d'un pouvoir. Le pouvoir est en train de faire des dégâts. Et nous sommes devant. Et on n'a pas pu arrêter un seul de ces dégâts-là. Et on chante parmi nous des gens qui sont courageux. On chante parmi nous des gens qui sont forts. Mais ces gens-là, ils sont forts comment et que l'obstacle qui est devant nous là, ils n'ont pas encore dégagé. Au lieu de chanter, ils auraient dû faire quoi, ces jeunes-là? Ils auraient pu se préoccuper de Radji, par exemple. S'ils chantaient du matin jusqu'au soir, si nous chantions tous du matin jusqu'au soir, occupez-vous de Radji. Sa situation est grave. On ne peut pas accepter. Nous chantons, même si nos écrits nous amènent à ce qu'on intimide des gens parmi nous. On continuera à le faire. Mais on a une opposition où on commence à porter parfois à haute voix le discours de on a déjà des gens qui ont été arrêtés. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez encore que nous tous on aille se faire arrêter? On a dit la violence, c'est ça qu'il faut bannir. Mais il y a des stratégies, parfois même d'abstention. Et ce que nous appelons la non-collaboration avec le pouvoir. Et c'est des actions qui affaiblissent beaucoup plus le pouvoir. Et ça, il faut en avoir l'intelligence pour l'organiser. Et ça ne s'organise qu'en masse. Ce n'est pas forcément là encore, quand on parle de la non-collaboration, ce n'est pas encore une marche qui est sur la voie publique. Ce n'est pas une marche qui est sur la voie publique. Parce qu'une marche, il faut avoir l'autorisation, il faut chercher, il faut redemander pour en avoir l'autorisation, pour inquiéter le pouvoir avec une marche. Et tant que le pouvoir a une manière, comme il a fait la dernière fois, la marche aurait pu être une marche gigantesque, mais il a utilisé la stratégie progressive de démobiliser, de casser, jusqu'à autoriser une marche qui ne pouvait plus l'inquiéter. Sa tactique. Alors, quand vous écoutez, où est-ce qu'on vous situe au juste? Est-ce que vous puisez d'un certain Candide Azanaï? Est-ce que vous partagez, lui, son approche, n'est-ce pas, de la lutte politique dans le contexte actuel? Je me refuse de m'identifier à quelqu'un. Parce que notre espace politique est un peu rempli de personnes qui sont trop, pardonnez-moi, repliés sur eux-mêmes. Et donc, pour peu que vous dites, j'apprécie telle personne, l'autre est déjà en ébullition. Et donc, je ne veux pas dire que c'est la stratégie du président du RE qui est la meilleure stratégie. Mais c'est une approche qui ressemble bien à l'approche que nous proposons. L'approche du Parti communiste est une approche qui ressemble un peu à l'approche que nous proposons. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que nous échangeons de temps à autre. Et nous appelons d'ailleurs à la convergence d'action et nous échangeons avec RE, nous échangeons avec le Parti communiste. Dernièrement, nous avons échangé avec le Front souverain qui aussi porte les mêmes idées. Alors, nous voulons dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de nos personnes. Je vous ai inquiété, vous n'avez pas cité les démocrates. Vous pensez que c'est l'approche qui vous cause le plus de problèmes en ce moment? Oui, évidemment. Évidemment, il faut reconnaître que le parti, les démocrates, nous continuons d'espérer que la raison viendra. Nous ne perdons pas espoir au sujet du parti, les démocrates, mais il faut reconnaître qu'ils ne sont pas accessibles, puisque aujourd'hui, parmi nous, il y a beaucoup qui sont membres du Parti Les Démocrates. Il y a beaucoup. Mais qui n'arrivent même pas. Le collectif, c'est ça? Oui. Il y a des gens, il y a des gens dans le collectif de Populaire Action Pacifique qui ont leur carte de membre au sein du Parti Les Démocrates. C'est ça la vérité. Et nous avons des gens à des niveaux insoupçonnables au sein du parti. Je voulais dire ceci, qu'il faut une certaine perméabilité du Parti Les Démocrates à l'égard des autres partis, des autres organisations qui pensent que la méthode de tentative d'infiltration pour exploser le système est une méthode erronée. Et que cette stratégie ne peut être pensée que lorsqu'on vient à une certaine étape de la lutte.
Et nous ne sommes pas encore à cette étape de la lutte. Et qu'en regardant 2026 de loin, nous n'attendons que la providence divine. Sinon, ce qui est mesure, ce qui est organisation attendue au sein des gens qui sont en face de Patrice Talon, nous ne voyons pas encore le visage. Encore une fois, 2026, on va en parler tout à l'heure de manière concrète, mais est-ce que vous allez pouvoir y arriver comme ça? Est-ce que aujourd'hui, qu'ils aient la bonne ou la mauvaise stratégie, l'approche qu'il faut ou pas, est-ce que les démocrates n'ont pas l'avantage d'être les plus écoutés par les Béninois aujourd'hui? En fait, le problème se situe là. Alors, ce qui devrait être une solution devient un problème en fait. Comment? Le fait pour une organisation politique d'avoir l'écoute du peuple et d'avoir capté... D'être l'espoir de ce peuple, justement. D'avoir capté en premier. Vous savez, il y a, en politique, la politique est remplie d'illusions. Ce n'est pas parce que le peuple croit que sa solution est là, que sa solution est là. Nous avions cru que Patrice Talon était la solution. Nous avons bien vu que la solution n'était pas là. Ce n'est pas l'opinion qu'on a réussi à disséminer dans le peuple qui est l'opinion vraie. Mais la question, c'est de dire quelle est l'efficacité des actions qu'ils mettent depuis. Nous leur avons dit, vous allez aux élections, ça pourrait se passer comme ça. Ils ont refusé, ils ont dit les prisonniers politiques seront libérés après. Ils ont été aux élections, ils ont eu, je crois, 28 députés. Après, les prisonniers politiques n'ont pas été libérés. On leur a dit, nous pensons que c'est possible pour vous de vous organiser avec nous tous ensemble, en oubliant que vous avez des députés au Parlement. Ce n'est pas que ces députés ne vont pas continuer à travailler, mais votre stratégie ne sera pas principalement assise sur ces députés-là. Vous n'allez pas les mettre devant comme votre puissance d'action, mais vous allez revenir à la base, sur le peuple comme action, pour agir depuis la base. Non pas vous, le peuple, en vous chantant, mais vous, en mettant le peuple en action, en donnant au peuple les informations qu'il faut et en indiquant au peuple comment il peut s'organiser chacun dans son village pour faire face au petit pouvoir même qui est devant lui, depuis les mairies jusqu'à au pouvoir. Parce qu'il faut donc vous avez quand même le pouvoir partout. Vous avez quand même une plateforme où vous parlez, vous échangez, c'est ça? Vous savez, le parti Les Démocrates, je vous ai dit, n'est pas ouvert. Nous avions pendant longtemps cru, quand nous crions à la convergence d'action, que ce sont les partis RE, ce sont les partis PCB et autres qui ne voulaient pas s'ouvrir. Alors, le collectif populaire Action Pacifique a entrepris une démarche silencieuse, non formelle, absolument informelle. Toucher les responsables des différents partis et demander à échanger avec eux. Vous savez, nous avons réussi à échanger avec le parti RE. Nous avons réussi à échanger avec les communistes. Et il y a d'autres partis encore qui nous appellent que nous échangeons. Je veux vous dire, nous avons échangé avec le Front, non pas par notre propre volonté, mais par la demande. Le Front patriotique ou le Front souverain? Le Front souverain. Vous comprenez? Et nous sommes en échange avec le Front patriotique également. Vous savez, mais au niveau du Parti des démocrates, c'est confus. Vous avez demandé à échanger, nous avons utilisé les mêmes méthodes. Parce qu'il y a des choses que moi j'aime pas en politique. Et vous leur avez adressé une lettre? Non. La vraie politique ne se fait pas par des lettres. La politique, c'est l'approche d'échange direct. Ça ne se fait pas par des... Les lettres, c'est lorsqu'on veut faire on veut chercher les preuves qu'on est en train de vouloir faire. Si vous voulez faire, vous n'avez pas besoin de lettres. Vous allez rencontrer quelqu'un. Aujourd'hui, ce n'est pas compliqué. Et je vous ai dit, nous avons des gens avec nous qui sont bien à l'intérieur du parti, qui facilitent pour nous l'accès à un certain nombre de choses. Mais Lazare, vous savez, l'accessibilité... À l'ACPA, qu'est-ce que vous pouvez faire seul? Comment vous pensez pouvoir y arriver au bout de cette lutte de manière victorieuse? Moi, j'aurais même posé la question, quelle que soit l'action populaire dont crédite le Parti des démocrates, la question c'est de se dire, avec leur stratégie et tout, qu'est-ce qu'ils pourront faire seuls? S'ils ont conscience de ça, ils doivent savoir que les mouvements qui naissent, ce sont des mouvements qui sont à la quête de solutions pour leur pays. Et il ne leur revient pas d'être fermés par rapport à ces mouvements. Il ne leur revient pas de le prendre en adversité comme s'ils étaient venus sur un terrain conquérir et discuter l'espace politique avec eux. Nous sommes venus pour dire la solution ne nous semble pas bonne. Vous stagnez depuis 7 ans. Que ça soit FCBE, devenir démocrate et tout ça, c'est la même dynamique qui évolue, mais nous n'avons pas de solution. Mais nous pensons qu'il est possible d'ouvrir
d'autres horizons en étant maintenant accessibles, en jetant un regard sur les propositions qui sont ce que font les autres, ce que demandent les autres depuis, et que vous restez enfermés et qu'il n'y a pas de solution. Et donc, je vais vous dire que nous ne sommes pas venus sur l'espace pour être seuls. On n'est pas seuls. C'est nous qui appelons à la convergence d'action, et nous avons eu la chance de recevoir écho favorable sur des gens aussi qui portaient les idées, il faut le dire, et même si cela ne s'entendait pas très bien, et le Parti communiste appelait aussi à l'action ensemble. Et le Parti RE ne s'est pas enfermé, ne s'enferme pas par rapport à l'ouverture. Seulement, on ne veut pas se mettre ensemble pour aller candidater face à une dictature. Parce que la candidature est devenue un acte criminel pour le dictateur. Le dictateur, en 2021, nous a montré que candidater, c'est poser un acte criminel qui mérite la prison. Les deux candidats, véritables candidats de l'opposition, sont en prison à l'heure où nous parlons. Jusque-là, l'acte de candidature n'a pas encore été décriminalisé. Et pourquoi donc devrons-nous regrouper pour jouer encore à ce jeu? Il nous faut nous regrouper pour demander que la dictature s'arrête. Et justement, Lazare Moussa, parlons de 2026, les élections générales de 2026. Est-ce que, justement, en voyant les choses de cette manière, cette convergence à laquelle vous appelez depuis et que vous n'avez pas obtenue, est-ce que cette convergence n'est pas impossible d'ici là? Non, cette convergence n'est pas impossible, d'autant plus que nous avions dit, et vous, quand vous m'avez posé la question tout à l'heure, si en 2023, ils devraient participer aux élections ou pas. J'ai dit que je ne dirais pas qu'ils ne doivent pas participer aux élections. Je dis, s'ils doivent participer aux élections, il y a des conditions qu'on devrait se battre pour obtenir. Et ce qui doit nous intéresser, c'est réaliser ces conditions et non la participation aux élections. Puisque nous savons que la participation aux élections, à n'importe quelle condition, ne nous apporte rien dans la lutte. Nous sommes dans la stagnation. Et pour 2026, pour avoir des résultats, il faut des conditions nécessaires. Les conditions sont les mêmes. Hein? C'est toujours la libération des prisonniers politiques, c'est cela? Non, écoutez-moi, je n'ai pas mis l'accent particulier sur la libération des prisonniers politiques comme condition essentielle. Non, la libération des prisonniers politiques peut s'obtenir à condition que les élections à laquelle nous participons soient des élections qui nous permettent d'avoir des élus dans le nombre qu'il nous faut pour pouvoir agir. Si nous sommes dans le cas, il est possible que nous acceptons participer aux élections alors que les prisonniers sont encore en prison. Mais nous estimons que si le dictateur libère les prisonniers politiques, c'est un signe fort qu'il y a du chemin. C'est-à-dire qu'il est venu à un point où lui-même, il sait qu'il ne peut plus avancer. Mais il n'est pas dit que, bon, voilà, il faut libérer les prisonniers. Il faut que l'opposition dise, et sans libérer les prisonniers politiques, on ne participe pas. Non, c'est pas ça. Alors, il y a des conditions. Quelles sont les autres conditions alors pour participer à ces élections? Mais c'est des questions basiques que tout le monde connaît. Vous ne connaissez pas le fichier électoral et vous participez aux élections. Vous ne participez à rien du fichier électoral. L'institution qui proclame les résultats vous a démontré plusieurs fois qu'il est possible de proclamer les résultats à la Cour constitutionnelle et que ceux qui même ont été sur le terrain soient supprimés. C'est-à-dire ceux qui sur le terrain ont organisé l'élection sont parfois étonnés des résultats que la Cour constitutionnelle leur propose, que la Sénat leur propose. Donc l'audit du fichier électoral, quoi d'autre? Il y a le fichier électoral, il y a les institutions qui sont impliquées dans le processus électoral. La Cour constitutionnelle, la Sénat. Vous pensez que c'est possible aujourd'hui d'introduire dans ces institutions les membres de l'opposition? Depuis 2023, nous avons perdu du temps. Nous nous sommes allés légaliser le renouvellement de la Cour constitutionnelle, alors que le combat devrait être avant 2023, que nous savions que les élections 2023 est en prélude de tout ça, de ces renouvellements en vue, et que nous ne devrons pas participer sans savoir que notre suite devrait être. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs qui ont été commises du fait à chaque moment, on ne suit pas la stratégie politique. Et chaque fois, on complique la lutte. Chaque fois, et on va d'erreur en erreur. Et finalement, les mêmes personnes utilisent les erreurs pour justifier les prochaines erreurs. Et c'est ça qui est ce nous appelons la stagnation de la lutte. À un moment donné, il faut le courage de l'action. Il faut, je veux vous le dire, il faut avoir le courage d'avoir faim sous la dictature pour faire face à la dictature. À un moment donné, nous avons l'impression que les opposants avaient besoin de prendre un souffle financier et qu'il fallait accepter un peu les conditions du président Patrice Talon pour aller à la rivière, pour respirer.
Et en étant trop focalisé sur cet objectif, on a oublié l'essentiel, qui est, on peut continuer à accepter la souffrance, mais lui aussi, il est déjà dans une souffrance. Et sa souffrance, en fait, était plus grande que la nôtre. Et nous, il nous fallait simplement tenir encore un peu plus. Mais beaucoup avaient vu, comme je vous l'avais dit tantôt, la 8e législature, on avait vu Patrice Talon faire avec un parlement dans cet état-là, et beaucoup s'étaient dit, il est capable de reproduire ça. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé de culture politique et culture politique, surtout parce que si les gens ont pris le temps, parce que nous, à l'époque, avant les élections de 2023, nous avons beaucoup d'écrits, si vous pouvez encore revoir nos écrits, nous avons expliqué pourquoi est-ce que Patrice Talon, il lui est possible d'ouvrir les élections, et il lui est même profitable d'ouvrir les élections. Parce que c'est une stratégie. C'est le vœu bien, n'est-ce pas? Oui, non, vous savez, c'est une stratégie. Il était obligé de Patrice Talon utilise une stratégie. Il ne fait rien au hasard. Il est rentré, il a remis en cause toutes les bases de la démocratie. La communauté internationale est braquée contre lui. Il s'est lui-même ce que on appelait isolement diplomatique. Il s'est isolé totalement. Il s'est isolé de la communauté internationale. Jusqu'en 2021, il n'avait pas une bonne collaboration, même pas avec ses voisins. Donc, il était en train de s'assécher. Et donc, il a besoin maintenant d'un souffle. Un souffle pour deux raisons. Une onction démocratique, vous voulez dire? Oui, il veut souffler parce que en fait, il n'y a plus d'oxygène à l'intérieur du pouvoir. La communauté internationale, ne s'entendait même pas très bien avec la France, les États-Unis. On se rappelle de tout ce que ces différentes chancelleries avaient écrit sur lui à l'issue des élections de 2021. Mais notre laxisme l'a laissé aller négocier un à un tout ceci pour nous organiser un semblant d'élection, pour se donner maintenant un air démocratique. C'est-à-dire, on entre maintenant dans l'illusion démocratique. Après avoir violemment et de façon éhontée remise en cause tout ce qui a comme base démocratique, on l'a assumé jusqu'au bout. Et pendant ce temps, vous remarquerez que le pouvoir souffrait, même s'il tenait. Il tenait, mais il tenait pas bien. Donc, après cela, on s'est donné un moment de souffle en organisant une illusion d'élection pour s'installer dans une illusion de démocratie afin de pouvoir bénéficier de toutes les faveurs dont bénéficie un État démocratique. Est-ce que vous êtes conscient, Lazare Moussa, que 2026, qu'on participe aux élections ou non, est un tournant, un grand tournant pour le pays? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est un moment décisif. Vous ne pensez pas que si il est mal négocié, eh bien, le pouvoir peut se perpétuer, même si ce n'est pas en la personne de Patrice Talon? Non, le pouvoir se perpétue déjà. Ce n'est pas au futur. Non, la Cour constitutionnelle, c'est qui vous avez des décisions qui vous montrent que il y a une justice constitutionnelle? Non. La Sénat, c'est quoi? Tous les pouvoirs, vous avez quoi? Non, il n'y a rien. Donc, on a un système comme un système du Cameroun qui est là, qui résiste. Et qui donc, est là. Il ne faut rien attendre de l'élection générale de 2026. Vous savez, si on ne fait rien, il y a quelle magie? Le pouvoir est dans sa main. Tout est dans sa main. Tout est dans sa main. Et donc, soit vous organisez pour l'affaiblir, pour qu'il relâche, soit vous espérez qu'il vous en donne quelques-uns. Et qu'est-ce qui est possible aujourd'hui à faire avant 2026 pour, comme vous le dites, l'affaiblir? D'abord, il faut cesser d'avoir une fixation sur 2026. 2026, nous avons dit, c'est l'agenda du président Patrice Talon. C'est ces fixations sur les rendez-vous électoraux du dictateur qui font que nous n'avons pas nous-mêmes d'agenda. Nous devons nous-mêmes avoir notre agenda. Et selon notre agenda, on peut avoir maintenant des dates qui sont importantes, qui sont très importantes pour nous. Mais vous avez parlé tantôt de l'audit du fichier électoral et de la recomposition de certaines institutions. S'il faut le faire, c'est 2026, non? Non, écoutez-moi, tout ça, c'est vous qui avez utilisé les thèmes là. Moi, je n'ai pas utilisé ces thèmes. Je sais que le pouvoir, pour ce que ce pouvoir a pu faire jusque-là, pour les actes graves que ce pouvoir a pu poser aujourd'hui, pour se dire vrai, ce pouvoir, il ne partira que dans une transition. Parce que en quittant le pouvoir, aucun d'eux ne se sentirait en sécurité. Devrons nous rappeler les personnes qui sont en grand nombre en asile. Devrons nous rappeler ceux qui sont en prison et qui
purgent des peines, que nous connaissons les circonstances dans lesquelles ils ont été condamnés. Et celui qui est au pouvoir, lui, a bénéficié d'un pardon, et quand il a pris le pouvoir, il n'a plus regardé ceux qui l'ont pardonné. Pensez-vous qu'il est capable de croire que quelqu'un va le pardonner? C'est la question. Est-ce que, Lazare Moussa, si les Béninois, je veux dire les opposants, n'arrivaient pas à s'entendre encore une fois, comme c'était déjà le cas en 2023, est-ce que s'il n'y avait pas cette convergence-là, vous ne participez pas, même vous-même, Lazare Moussa, même vous-même à l'ACPA, est-ce que vous ne participez pas à la perpétuation du pouvoir de Patrice Talon, même si c'est peut-être malgré vous? Donc, vous savez, nous ne participons pas à la perpétuation. Nous sommes des guetteurs, en fait. Nous ne portons pas la responsabilité. À partir de moi, nous l'avons dit, nous ne portons pas la responsabilité. De notre capacité politique aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est d'alerter, d'informer ceux qui ont capté l'opinion publique, de leur dire leur responsabilité et de montrer à tout le monde là où ils vont, là où ça peut nous amener. S'ils sont preneurs, nous pouvons nous organiser ensemble comme nous appelons convergence d'action. Cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se mobiliser, se préparer pour des échéances futures. Parce que 2026 peut être repoussé si nous arrivons à affaiblir le pouvoir. Et affaiblir le pouvoir, ce n'est pas en un jour. C'est un travail progressif, organisé, intelligent. Est-ce que vous pouvez y arriver aujourd'hui sans prendre langue, même si c'est difficile, comme vous l'affirmez, avec le parti Les Démocrates? Non, je ne vous ai pas dit que nous sommes fatigués. Je ne vous ai pas dit que nous avons arrêté de tenter d'échanger avec le parti Les Démocrates. Nous n'avons pas dit que c'est terminé, c'est fermé. Non, nous avons juste dit que le problème dans l'opposition aujourd'hui, après tous nos efforts, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une difficulté d'accessibilité au sein du parti politique et Les Démocrates, et que je n'exagère pas quand nous disons que même au sein du parti, il y a un problème d'organisation. Parce que quand vous voulez échanger avec, vous ne savez pas avec qui vous échangez véritablement, et vous êtes sûr que ça porterait quelque chose. Vous savez, je prends un exemple. Récemment, j'ai étudié la décision de la Cour constitutionnelle sur la validation de décret portant création de ministres conseillers, de collège de ministres conseillers à la présidence de la République. Et c'est en lisant cette décision que je me suis rendu compte que le parti Les Démocrates a saisi 2 fois la Cour constitutionnelle sur la même décision. Pas 2 différentes structures. Problème d'organisation, vous voulez dénoncer? Juste pour vous remarquer ça. Et le plus grave, c'est qu'à la fin, les 2 structures ont désisté. C'est-à-dire, ils ont saisi l'un au nom du président Boni Yayi et l'autre au nom de Azatassou, mais tous 2 ont après désisté de la procédure. Cela donne quelle image du parti politique? Quand j'ai lu ça, j'étais stupéfait, j'avais mes idées, mais j'ai dit, mais est-ce que c'est pas moi qui exagérais? Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, est-ce que le problème ce que nous disons n'est pas plus profond que ce que nous pensons? Et du coup, je me suis dit, peut-être que c'est pas la place publique qui est l'essentiel, c'est là où il faut en discuter. C'est pour ça que nous sommes plutôt dans les coulisses, à chercher à demander aux gens qu'avec humilité, ils s'ouvrent, peut-être pas au collectif populaire Action Pacifique, mais qu'ils ont au moins les communistes qui mènent des actions, à qui ils peuvent parler quand même, à qui ils peuvent s'ouvrir. Il faut aujourd'hui une possibilité pour l'opposition, non pas forcément de porter la même voix, mais de porter la même stratégie et une intelligence d'action. Même si chacun de son côté est en train d'agir, il y a une intelligence d'action qui nous permet à la fin d'avoir des résultats. Et tant qu'il n'y a pas cette intelligence d'action, vous savez, c'est le boulevard pour le pouvoir. Quelles que soient les faiblesses que nous sentons le pouvoir afficher, ceux qui se réjouissent des faiblesses que affiche le pouvoir actuel, je leur demande de repartir dans le passé et d'aller en 2020, la veille de 2021, pour voir les faiblesses que le président Patrice Talon affichait à la veille des élections 2021. Mais pourtant, 2021, tout le monde a vu comment ça s'est passé. Donc ce n'est pas les faiblesses de la dictature qui comptent, mais c'est comment ceux qui sont en face de la dictature sont capables d'user des faiblesses de la dictature pour l'affaiblir davantage, afin de l'obliger soit à lui-même accepter, ouvrir une transition pour décrisper, pour un souffle, soit lui-même
ils se retrouvent obligés de s'exploser de l'intérieur parce qu'à l'intérieur, il y a des divisions qu'il faut savoir exploiter. Et pour les exploiter, c'est parce que vous êtes en action tous les jours que ça donne espoir à ceux qui sont à l'intérieur de pouvoir réagir aussi. Lazare Moussa, malheureusement, on arrive au thème de cette émission. Merci beaucoup. Merci, monsieur Vigile, de m'avoir permis, au collectif populaire Action Pacifique de faire je peux appeler mise au point et de continuer à appeler à la convergence d'action. Nous insistons que nous n'avons rien contre le Parti Les Démocrates. Au contraire, nous avons un grand respect pour ses membres. Nous avons un grand respect pour les anciens présidents de la République, comme le président Nicéphore Dieudonné Soglo, comme le président Bounigaï. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui, au-delà du respect, de la considération, de la vénération, il nous faut aujourd'hui regarder en face la situation que nous vivons et savoir que nous avons des enfants qui attendent des solutions, que nous avons un peuple qui souffre et que la faim et que le rêve que les gens ont, s'ils ont faim, ils vont faire quelque chose. Ils ne font jamais rien si on ne les organise pas. Et ce qu'ils ont à faire, ce n'est pas la violence, mais c'est l'intelligence d'action qu'on leur a proposé, soit d'agir, soit de refuser d'agir, parce que parfois le dictateur a besoin que le peuple fasse ci, ou il a besoin que le peuple ne fasse pas ci. Et tout ça, c'est l'intelligence d'action qui nous amène à pouvoir opposer au pouvoir une sorte d'action que l'on pourrait appeler la non-collaboration et qui résiste plus que tout ce que nous proposons en pensant que depuis l'Assemblée nationale, en posant des questions tous les jours, en affichant des images bien jolies des députés, des leaders politiques et autres sur les réseaux sociaux, qu'on aura fini par expliquer que en 2026, il est possible de changer les choses. C'est vrai, vous allez réussir à mettre ça dans la tête des populations, mais la vérité sera en face en 2026 que vous ne pourrez pas contester. Merci à vous, Lazare Moussa. Je rappelle que vous êtes juriste de formation et responsable, le premier responsable du collectif populaire Action Pacifique, en abrégé ACPA. Merci à vous et merci aux amis auditeurs de nous avoir suivis. Tasmé Enayon Ok et Samuel Houdjo ont assuré la réalisation technique de cette émission. Grand Angle, c'est encore.